Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à l'immense empire portugais, créé à partir du XVe siècle en Amérique, en Asie et en Afrique, avec les plus grandes colonies qui sont le Brésil, l'Angola, le Mozambique et Goa. Les Portugais donnent le départ de leur empire en partant à la recherche de l'or de l'Afrique, puis en prenant part au commerce des épices en Orient. En outre, on espérait qu'il pourrait bien y avoir des États chrétiens en Asie qui pourraient devenir des alliés contre les puissances musulmanes, à commencer par l'Empire ottoman. De nouvelles terres pour l'agriculture, de la richesse et de la gloire pour les aventuriers lusitaniens. Et les ambitions des missionnaires étaient d'autres motivations dans la formation d'un empire maritime. Vous voulez en savoir plus sur l'empire portugais? Venez avec moi. Les Portugais étaient des marins intrépides, et il est donc tout à fait approprié que leur première colonie ait été des îles relativement éloignées. À la recherche de nouvelles ressources et de nouvelles terres susceptibles de résoudre le déficit du Portugal en matière de blé, les marins naviguent vers l'océan Atlantique qui était alors encore inconnu. Les navigateurs portugais purent monter ces expéditions grâce à des soutiens aussi riches et puissants que l'infant Don Henrique de Avise, duc de Viseu, fils du roi Jean Ier. Dès le début du XVe siècle, le Portugal se lance dans une ambitieuse politique d'expansion. La noblesse, qu'attire la conquête de nouvelles terres, et la bourgeoisie, qui anime l'espoir d'un fructueux commerce, y sont favorables. De fait, les mobilités économiques, la quête de l'or et des épices ont pesé aussi lourd que les raisons purement religieuses ou les ambitions chevaleresques encore bien vivaces, héritiers de l'esprit de la Reconquista et des croisades. La poussée initiale le long des côtes d'Afrique est favorisée par la maîtrise des techniques de navigation et de la cartographie. Le Cap-Vert est atteint en 1460, puis l'Équateur en 1471. Diego Cao découvre l'embouchure du Congo en 1482. Bartholomé Dias double le Cap de Bonne-Espérance en 1487. Le traité de Tordesillas, conclu avec l'Aragon et la Castille en 1494, assure au Portugal le monopole des conquêtes à venir à l'est d'une ligne passant à 370 lieues de l'ouest des Açores. Cela leur garantit à l'avance la possession du Brésil, que Cabral découvre officiellement en 1500, mais que la Castille et l'Aragon ne connaissent pas encore, ainsi que le contrôle de l'océan Indien. Avec les voyages de Covilla en Éthiopie en 1494, de Vasco de Gama à Calicut en 1498 et d'Almeida et Albuquerque dans l'océan Indien, le Portugal s'installe dans les Indes orientales. Le premier groupe d'îles colonisées fut l'archipel volcanique et inhabité de Madère, avec un sol volcanique riche, un climat doux et des précipitations suffisantes. Les îles étaient utilisées pour cultiver du blé, des vignes et de la canne à sucre. À bien des égards, la colonisation portugaise de Madère établirait le modèle que toutes les autres colonies copient par la suite. La couronne portugaise divise les îles, distribue des capitaineries dans le cadre d'un système féodal conçu pour encourager les nobles à financer le développement agricole et commercial. La couronne conserve la propriété générale, mais chaque capitaine se voyait accorder certains privilèges financiers et judiciaires. Et à son tour, il doit donner de plus petites parcelles de ses terres pour le développement pour ses hommes qui devaient ainsi défraîchir le terrain et commencer à cultiver la parcelle de terre avec un certain nombre d'années fixées pour les exploiter. Ces capitaineries deviennent héréditaires dans de nombreux cas. Les colons étaient attirés par l'espoir d'une vie meilleure, mais il y avait des personnes apportées par les autorités portugaises qui furent transportées de force dans les colonies, comme vous le savez, tels que des condamnés, des mendiants, des prostituées réformées, des orphelins, des juifs et des dissidents religieux. La plantation de canne à sucre, créée à partir de 1455, sont un autre exemple de la façon dont Madère devient un modèle colonial. Le succès de cette culture et son important besoin en main-d'œuvre conduit à l'importation d'esclaves d'Afrique de l'Ouest pour y travailler. Après Madère, et suivant le même schéma, il y eut la colonisation portugaise des Açores et du groupe des îles du Cap-Vert. Ces colonies deviennent toutes des ports d'escale inestimables pour les navires en provenance de l'Inde et des Amériques.
Les Portugais n'étaient pas sans rivaux pour ces colonies. Le Portugal et l'Espagne se disputent au sujet de la possession des îles Canaries. Mais le traité d'Alcacuovas de 1479-1480 et le traité de Tordesillas de 1494 définit deux sphères d'influence qui englobent audacieusement le monde entier. L'imprécision de ces accords, comme vous le savez, provoque plus tard des problèmes tels que le droit du Portugal à de futures découvertes en Afrique et celui de l'Espagne vers des îles situées au-delà des Canaries. Intérêt qui fut finalement identifié comme les Caraïbes et même les Amériques. Les Portugais, désireux d'accéder au commerce ouest-africain de l'or et du sel, établirent plusieurs comptoirs de commerce fortifiés le long de la côte sud en 1482. Les chefs africains étaient désireux d'échanger contre des armes à feu. Mais les Portugais ne voulaient pas s'en séparer, comme vous vous en doutez. Une meilleure stratégie se concentre sur les îles inhabitées de Sao Tomé et Principe, situées au large de la côte sud de l'Afrique de l'Ouest, colonisée à partir de 1486. Les colons des îles furent autorisés à commercer avec les communautés d'Afrique de l'Ouest et ils se démontrent plus habiles que ceux qui firent des tentatives quelques décennies auparavant. Des colonies commerciales portugaises furent établies sur le continent aussi loin que Luanda au sud, l'Angola moderne, pour profiter du commerce africain bien organisé qui permettait de voyager à l'intérieur le long des principaux fleuves jusqu'à la côte. Les biens acquis comprenaient l'or, l'ivoire, le poivre, la cire d'abeille, le caoutchouc et du bois tintrocrial. Les esclaves, hommes et femmes, étaient acquis du royaume du Congo et du royaume du Bénin, dont les dirigeants étaient avides de produits commerciaux européens comme le coton, les miroirs, les couteaux et les perles de verre. Les îles servaient de point de rassemblement pour les esclaves et de lieu d'embarquement des provisions pour les navires qui transportaient la cargaison humaine. Il y eut peu de tentatives de conquête territoriale en Afrique de l'Ouest, car le commerce était prospère et les Européens ne possédaient pas les ressources militaires nécessaires à une telle politique. Certaines colonies furent fortifiées, mais cela se faisait généralement avec l'autorisation du chef tribal local. La situation s'empire suite à une réaction contre les missionnaires chrétiens, alors que les activités culturelles traditionnelles et les loyautés tribales se dégradaient. Les Européens furent obligés de se déplacer plus loin sur la côte vers la région de Ndongo, où leur ingérence entraîne une série de guerres dans une région qui allait bientôt devenir l'Angola portugaise. L'un des principaux objectifs de Vasco de Gama était de trouver une route maritime vers l'Asie, afin que le Portugal puisse accéder directement au commerce lucratif des épices. Des épices comme le poivre, le gingembre, les clous de girofle, la muscade et la cannelle atteignent des prix élevés sur les marchés de l'Angleterre à la Chine. Quand ils atteignent la côte indienne de Malabar, le marin trouve en effet un commerce soutenu et richissime. La ville de Calicut se révèle hostile, mais d'autres expéditions portugaises surviennent et le grand rival de Calicut, Cochin, semble plus prometteur. Un accord fut conclu avec le dirigeant local, une forteresse fut construite en 1503 et les Portugais s'y installent pour faire de belles affaires. Malheureusement, ils firent face à un problème majeur. Très peu de gens s'intéressaient à leurs produits européens. Par conséquent, ils adoptent la même stratégie que sur la côte Siwali. Des navires et des canons de meilleure qualité furent utilisés pour s'emparer du réseau commercial de l'océan Indien par la force et établir un monopole sur le commerce des épices. D'autres villes côtières furent saisies ou établies, notamment Goa, qui remplace Cochin comme capitale de l'Empire portugais d'Asie en 1530. C'est à Goa que résidait le vice-roi portugais des Indes. Il était le sommet d'une pyramide de pouvoir créée dans le but premier de contrôler le commerce. Le vice-roi était le gouverneur civil et militaire de l'Inde portugaise et n'avait de compte à rendre qu'au roi de Portugal. À Lisbonne, le conseil ultramarine conseillait le monarque sur les affaires des colonies d'outre-mer, tandis que la Casa da Índia était l'agence de la couronne qui supervisait toutes les communications et les échanges commerciaux avec l'Asie. À Goa et dans la plupart des autres colonies, il y avait une Camara, un conseil qui se prononçait sur les questions locales telles que les impôts.
Les affaires religieuses étaient dirigées par un archevêque ou un évêque, et des églises, des monastères, des couvents et des hôpitaux furent créés par tous les principaux ordres religieux, mais en particulier par la société jésuite. Les branches de la Fraternité Misericordia offraient des services de protection sociale essentiels aux pauvres. Les questions juridiques relevaient de la responsabilité de la haute cour de Goa et des tribunaux locaux de chaque colonie. Un capitaine dirigeait la force militaire locale qui résidait habituellement dans un fort et un commissaire était responsable du commerce royal et de l'extraction des droits de douane lucratifs des autres types de commerce. Les Portugais tentent sérieusement d'établir un monopole sur le commerce des épices entre l'Asie et l'Europe et au sein de l'Asie elle-même. Les mers n'étaient plus libres, les commerçants sans permis étaient arrêtés ou exécutés, leurs marchandises confisquées. Certains ports étaient restreints, les navires devaient être munis d'un passeport délivré par le Portugal et étaient souvent obligés de voyager dans des convois protégés par le Portugal. Les droits de douane étaient facturés dans les ports et ils représentaient environ 60% de l'ensemble des recettes portugaises en Orient. Néanmoins, de nombreux commerçants évitaient tout bonnement les Européens. Certaines villes organisent une résistance armée et l'Empire portugais était tout simplement trop grand pour contrôler ne serait-ce qu'une petite partie du commerce oriental. Une autre stratégie portugaise visant à contrôler le commerce consistait à trouver la source des si précieuses épices. Nombre d'entre elles provenaient des îles aux épices ou des Moluques. La plupart des épices étaient expédiées à Malacca, qui contrôlait le détroit malais menant de l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. Une flotte portugaise dirigée par Afonso d'Albuquerque prend le contrôle de Malacca en 1511 et les Lusitaniens purent acquérir le bois de Santal depuis leur colonie informelle du Timor dès 1512. Les Portugais étaient désireux d'accéder au marché chinois de la soie et la colonie portugaise de Macao fut donc établie sur une péninsule du delta de la rivière des Perles dans le sud de la Chine, près de Ganzhou. De même, la colonie de Nagasaki, sur la côte nord-ouest de l'île de Kyushu, au Japon, fut fondée vers 1571, donnant accès aux biens commerciaux de ce pays, le plus important étant l'argent. Chargés de marchandises destinées au commerce, les armadas portugaises naviguaient régulièrement entre Lisbonne, Goa, Malacca, Macao et Nagasaki, leur colonie la plus à l'est de l'Empire. Le gouvernement japonais expulse tous les étrangers du continent en 1639 dans le cadre d'une politique permanente d'isolement et de réaction contre la propagation du christianisme et Nagasaki dut donc être abandonné. Le Brésil fut découvert par les Portugais en 1500 et il deviendra la plus importante de toutes leurs colonies. Le Brésil était riche en ressources naturelles telles que les feuilles, le bois rouge et plus tard au XVIIIe siècle, sous Juan V en diamants et en or. Des capitaineries furent distribuées et São Vicente devient le premier établissement portugais en 1532. Le premier gouverneur du Brésil fut nommé en 1549 et le Brésil devient une colonie officielle de la couronne portugaise. La capitale fut établie à Salvador da Bahia, remplacée par Rio de Janeiro en 1763 sous José Ier. Un vice-roi y fut nommé en 1572 et le Brésil devient le premier producteur mondial de sucre puis de tabac. Vers le milieu du XVIIIe siècle, le Brésil s'enrichit, bénéficiant de la contrebande anglaise dans les colonies espagnoles voisines et des découvertes minières, sans intérêt divergent, alors plus profondément de ceux de la métropole, au même moment où les réformes du marquis de Pombal visent à renforcer l'autorité portugaise sur la colonie, avec la création de compagnies de commerce métropolitaines à monopole, droit de 20% sur l'or en 1751. Le régime de l'exclusif devient plus difficilement supportable au Brésil. Sans violence, le Brésil accède à l'indépendance en 1822, après que le séjour du régent et futur roi Juan VI, durant l'occupation du Portugal par les troupes de Napoléon, et le bouleversement qui y font suite, en 1807 jusqu'en 1821, ont révélé une fois de plus la fragilité de l'Empire portugais.
Le déclin de l'Empire portugais se révèle inévitable, compte tenu des limites démographiques et économiques de la métropole par rapport à l'étendue de son empire. Les maladies déciment les contingents occidentaux. De plus, les richesses issues de l'Empire sont en partie utilisées pour des dépenses de prestige et non productives pour l'économie de la métropole. Le 4 août 1578, comme vous le savez déjà, le roi Sébastien Ier, lors d'une expédition au Maroc à la tête d'une armée de 17 000 hommes, disparaît au cours de la célèbre bataille d'Akasé-Kébir, aux côtés de son allié l'ancien sultan Mohammed, laissant naître la légende du roi disparu qui reviendra sauver l'Empire portugais et redonner au Portugal son âge d'or. Cette lourde défaite, dans laquelle le Portugal perd une partie de sa noblesse et de son armée, a des conséquences politiques importantes. En effet, le jeune souverain, célibataire et sans enfant, n'a que pour seul héritier son grand-oncle, le vieux cardinal Don Henrique de Avise, qui a très peu de chances d'engendrer un héritier, comme vous vous en doutez. Philippe II, le tout-puissant roi d'Espagne, profite de l'extinction de la dynastie des Avises pour envahir le pays en 1580 et réaliser l'Union ibérique malgré la résistance acharnée et héroïque de Don Antonio. De 1580 à 1640, le Portugal est donc uni à la monarchie catholique espagnole des Habsbourg sous l'Union ibérique. Les Néerlandais des Provinces-Unies, insurgés contre Philippe II depuis 1568, ainsi que les Anglais qui entrent en guerre contre l'Espagne en 1585, en profitent pour s'attaquer aux divers comptoirs et colonies portugaises, Ceylan, Malacca, Ormuz et Cochem, perdus dans les décennies qui suivent. Outre la menace toujours présente par les dirigeants locaux, les Portugais sont confrontés à une concurrence féroce de la part d'autres puissances maritimes européennes, qui eurent très vite des vues sur l'Empire portugais. Cela était particulièrement vrai, compte tenu du manque d'entretien des forts portugais et de l'isolement général des villes côtières, qui n'avaient aucun soutien de la part de la population locale pour leur venir en aide. Les corsaires anglais et français attaquent les navires commerciaux portugais alors qu'ils naviguent en haute mer. La menace la plus grande et la plus répandue pesant sur les territoires portugais venait des Hollandais, qui attaquent le Mozambique au cours de la première décennie du XVIIe siècle. Macao en 1622 et 1626, l'Angola en 1641. Dans les années 1620-1630, les Néerlandais attaquent et occupent certaines parties du nord du Brésil. Ils se saisirent de Malacca en 1641, Colombo en 1656 et Cochem en 1663. La Grande-Bretagne était une autre menace croissante, et ils étaient venus en aide aux Arabes pour reprendre Ormuz en 1622. Au XVIIIe siècle, les Portugais brésiliens furent obligés de conférer des droits commerciaux très favorables aux puissances maritimes supérieures de la Grande-Bretagne, de la France et des Pays-Bas. Les Britanniques occupent même Goa de 1799 à 1815. Les autres menaces étaient internes. Au Brésil, les citoyens voulaient des droits égaux pour tous les citoyens et ils obtiennent leur indépendance en 1822. Ils déclarent Pedro Ier roi et premier empereur du Brésil. Au début du XXe siècle, de nombreuses colonies portugaises avaient été perdues à cause des puissances rivales ou des guerres internes. Le gouvernement portugais, alors dictature militaire sous Antonio de Oliveira Salazar, refuse les mouvements indépendantistes africains et des guerres eurent lieu en Angola et au Mozambique afin de conserver la puissance et le prestige de l'Empire portugais. Les îles du Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, le Timor oriental, l'Angola et le Mozambique obtiennent tous leur indépendance du Portugal en 1875, soit après la mort de Salazar. Macao retourne à la Chine seulement en 1999. Comme nous l'avons vu, au début du XVIe siècle, les deux empires ibériques, l'Espagne et le Portugal, peuvent être considérés comme les deux puissances dominantes, la politique européenne et mondiale. Placés à la tête de l'exploration mondiale et de l'expansion, les deux royaumes ibériques seront les pionniers de l'ouverture de nouvelles routes commerciales à travers les océans, de même que du développement d'un florissant empire maritime pour le Portugal, avec l'Asie et l'Afrique en priorité, et terrestre pour l'Espagne, avec essentiellement l'Amérique.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.